l'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, pour relever ta dignité. Tes fils chers flottes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la beauté, la liberté, notre foi sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie du ciel, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux qui aiment et qui suivent la plateforme Éclaireur Pro Vérité en ce 5 octobre 2024. Nous avons 3 sujets et le premier sujet a pour titre « Voici les unités spécialisées de la gendarmerie ivoirienne et leur mission ». On va vous parler de la gendarmerie, des différents corps qui animent la gendarmerie et on va vous montrer un peu ce que chacun de ces détachements-là fait comme travail avant de progresser rapidement. La gendarmerie de Côte d'Ivoire dispose d'une unité spécialisée essentielle à la sécurité nationale, des forces d'élite, regroupées sous le commandement des unités spécialisées, exécutent des missions spécifiques allant de l'intervention à la protection des points sensibles. Leur organisation et leurs capacités particulières leur permettent de gérer efficacement les situations de crise. Donc, pour vous dire globalement ce que la gendarmerie fait, la gendarmerie, c'est un corps qui est très spécialisé dans la sécurité nationale en général. Et les groupes, si on veut diviser les tâches, les travaux au sein de la gendarmerie, ils sont divisés par commandement d'unités spécialisées. Et donc, leur tâche peut partir. Ils peuvent protéger des personnalités, ils peuvent aussi assurer la protection des zones. Ils font presque tout type de travail, mais tout ça, ça participe à sécuriser le pays. L'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, l'UIGN, se trouve en première ligne face aux menaces les plus graves. Créée en 1981, cette unité intervient lors des crises majeures telles que les actes de terrorisme ou les prises d'otages. Son expertise s'étend également aux interpellations sensibles liées au grand banditisme et à la gestion d'alerte à la bombe. L'UIGN joue un rôle central dans la formation des commandos de la gendarmerie. Donc l'article est très simple. Et donc ici, le premier corps qui est très important et très essentiel, c'est l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, en abrégé UIGN. C'est quand il y a des menaces graves comme des attentats terroristes, comme des prises d'otages, ou bien des grands bandits qui doivent être interpellés. C'est cette unité-là qu'on appelle au sein de la gendarmerie pour essayer d'intervenir. C'est aussi cette unité qui forme aussi les commandos de la gendarmerie. Le groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale, en abrégé GEBGN, apporte une puissance de frappe considérable. Créé en 1971, le GEBGN utilise des engins blindés pour maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire. Ses missions incluent la sécurité présidentielle et la défense opérationnelle du territoire en cas de troubles menaçant les institutions de l'État. Et donc ici, le groupe de l'escadron blindé, comme vous entendez, eux ils utilisent des voitures blindées ou même des engins blindés. Ils peuvent intervenir partout sur le territoire
Ils ont été créés en 1979 et en général, ils sont dans la sécurité présidentielle et aussi, ils sécurisent aussi lorsqu'il y a des troubles graves qui menacent les institutions de l'État. C'est eux qu'on appelle pour sécuriser. On a aussi le GSP, c'est le groupe de sécurité portière. Eux, ils sont là pour la sécurité de du port. Et on les trouve en ce moment en Côte d'Ivoire, ils sont à Abidjan et à San Pedro. Ces unités créées respectivement en 1992 et 2010 veillent sur les infrastructures portuaires vitales de l'économie ivoirienne. Leur mission englobe le contrôle des accès, la surveillance des chantiers de manutention et la lutte contre divers trafics illicites. Et donc, le GSP, comme je l'ai dit, c'est le groupe de sécurité portuaire. Eux, ils sont dans les ports. Ils ont été créés en 92 et en 2010. Et ce qu'ils font généralement, eux, ils sont dans les ports et ils assurent le contrôle, l'accès, l'entrée dans les ports. Ils surveillent les chantiers où il y a les manutentions et aussi, ils sont là aussi pour contrôler les trafics à l'intérieur même aussi des ports. Après eux, on trouve le GSA. C'est le groupe de sécurité aéroportuaire. Ceux qui voyagent beaucoup, vous voyez ça, ils ont même un tampon et des stickers qu'ils mettent sur les différents passeports. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan bénéficie de la protection du groupe de sécurité aéroportuaire. Établi en 1990, le GSA assure la sécurité, la sûreté de cette plateforme aéroportuaire stratégique. Ses compétences s'étendent aux missions de police administrative, judiciaire et militaire dans l'enceinte de l'aéroport et ses environs. Et donc ici, le groupe de sécurité aéroportuaire, ce que vous les voyez faire à l'aéroport, ça, ce sont des missions administratives. Ils le font, mais en plus de cela aussi, ils se chargent aussi des aspects juridiques et militaires à l'intérieur de l'aéroport. Et donc, ils peuvent faire des arrestations, comme aussi ils peuvent protéger l'aéroport. Et aussi, ils s'occupent des tâches administratives aussi. Ils ont une position très stratégique au sein même de l'aéroport. Après eux, on a le EPHP. C'est l'escadron de protection des hautes personnalités. Et comme le nom même l'indique, eux, leur spécialité, c'est protéger les hautes personnalités. Ça veut dire les personnes très importantes. Cette unité assure la sécurité rapprochée et statique des dignitaires, combinant garde du corps mobile et surveillance des résidences. L'EPHP adopte son dispositif selon les besoins spécifiques de chaque personnalité protégée. Et donc, c'est vraiment très simple. Eux, ils assurent la sécurité des grands types. Voilà, des personnes qui sont très socialement élevées. Et donc, ils peuvent soit surveiller les résidences, soit même être des gardes-corps de ces grandes personnalités-là. Et on peut adapter leurs besoins en fonction de l'intérêt du moment. On a un autre corps qui s'appelle le CADP. Ça, c'est la cellule antidrogue du port d'Abidjan. Cette cellule-là lutte contre le trafic de la drogue dans la zone portuaire d'Abidjan et est menée par la cellule antidrogue. Opérationnelle depuis 2013, la CAPD renforce l'action judiciaire du groupe de sécurité portuaire dans ce domaine sensible. Elle travaille en étroite collaboration avec la section antidrogue de la Gendarmerie nationale pour la formation et la collecte des statistiques. L'efficacité de cette unité spécialisée repose sur une coordination étroite assurée par l'état-major des unités spécialisées. Cette structure centralise la préparation opérationnelle, le contrôle et l'engagement, ainsi que le suivi de l'instruction. Son centre opérationnel joue un rôle clé dans la coordination des actions lors de missions conjointes. Les unités spécialisées de la gendarmerie forment un dispositif complet et polyvalent. Leur expertise couvre un large éventail de menaces de la criminalité organisée au terrorisme. Ces forces d'élite contribuent de manière significative à la stabilité et à la sécurité de la Côte d'Ivoire. La formation continue et l'adaptation aux nouvelles menaces
constituent des défis permanents pour ces unités. L'évolution des technologies et des modes opératoires des criminels nécessite une mise à jour constante des compétences et des équipements. La coopération internationale représente un aspect important du développement de ces unités spécialisées. Les échanges d'expériences et les exercices conjoints avec les forces étrangères permettent d'améliorer les pratiques et de renforcer l'efficacité opérationnelle. Le recrutement et la rétention des personnels hautement qualifiés restent un enjeu majeur pour maintenir le niveau d'excellence de ces unités. La sélection rigoureuse et la formation poussée des candidats garantissent la qualité des effectifs. Les unités spécialisées de la gendarmerie de Côte d'Ivoire jouent un rôle essentiel dans la sécurité du pays. Leur expertise et leur réactivité face aux menaces complexes en font des acteurs incontournables du dispositif de sécurité. C'est un article qui a été tiré d'Opéra News et il était important pour moi en tout cas de vous montrer un peu quelques corps de la gendarmerie pour que les gens puissent savoir un peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas seulement un seul corps, il y a beaucoup de spécialités là-dedans et c'est quelques-unes qu'on vient de citer. Et c'est un corps qui vraiment, lorsqu'il est mis au service de l'État, c'est un corps qui travaille et qui apporte des résultats à la satisfaction des Ivoiriens, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et c'est en même temps un corps qui est tellement polyvalent qu'ils peuvent se militariser. Ils peuvent aussi même jouer le rôle civil et ils peuvent jouer plusieurs rôles comme on vient de le montrer ici. Et donc vraiment, nous sommes très fiers que notre armée soit une armée qui chaque jour fait des merveilles en assurant nos sécurités et en essayant encore de montrer que la Côte d'Ivoire est une destination sûre. Visite d'évaluation du FMI en Côte d'Ivoire. 6,8% de taux de croissance attendu en 2025 et 2029. Vous vous souviendrez, il y avait, peut-être c'était la semaine passée, je lisais un article et j'ai parlé du taux de croissance et l'État avait déjà plafonné son taux de, le niveau de croissance de l'économie jusqu'en 2026. Mais maintenant, le FMI vient d'avoir un travail d'évaluation avec les autorités ivoiriennes. Ils disent même que ça ne sera plus 2026, mais ça sera maintenant jusqu'en 2029. C'est cet article-là qu'on va lire pour comprendre les détails. Une délégation du Fonds monétaire international, conduite par Olaf Antero-Berdoster, a été reçue par Niale Kaba, ministre de l'économie et du plan du développement, hier jeudi à son cabinet. On dit qu'il y a des gens du FMI qui sont venus, des patrons. Quand ils sont venus là, c'est la ministre Kaba Niale qui les a reçus le jeudi là, dans son bureau, au plateau là-bas. Cette rencontre avait pour principaux objectifs d'évaluer les performances du programme économique soutenu par le Fonds monétaire international et de mettre à jour le développement et les objectifs macroéconomiques, de convenir des mesures et des politiques qui permettent d'atteindre les objectifs du programme dans l'optique prospective et afin de discuter autour de l'article 4 du mécanisme de surveillance. Après un tour d'horizon sur toutes ces questions, la ministre Kaba Niale a confié que la mission, les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire demeurent bonnes. Donc, le FMI, ils ne sont pas venus en Côte d'Ivoire pour les beaux yeux de la Côte d'Ivoire. En français simple, l'argent, crédit qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire, ils sont venus voir l'aspect global de l'économie ivoirienne, c'est ça qu'on appelle la macroéconomie. Est-ce que l'argent qu'ils ont donné là, ça répond aux besoins de l'environnement global? Est-ce que cet argent-là sert à régler réellement les problèmes de façon générale? Est-ce que les décisions qu'ils ont prises avec les autorités ivoiriennes, est-ce que les Ivoiriens respectent les différents mécanismes? Et donc, c'est sur ça qu'ils ont discuté. L'activité économique continue de bénéficier de la stabilité sociopolitique et sécuritaire, de la poursuite de la mise en œuvre du PND 2021-2025, notamment la poursuite des réformes de l'environnement des affaires nécessaires à l'accompagnement efficace de l'économie et de la politique volontariste d'investissement dans les secteurs porteurs de croissance. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que grâce à la paix, grâce à la sécurité, l'économie bouge. Parce que sans paix et sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Mais grâce à la paix et à la sécurité que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2011, ils disent que cela permet à l'économie d'évoluer. Maintenant, quand ils regardent aussi les différents changements qui ont été apportés dans l'environnement des affaires,
c'est devenu beaucoup plus facile et c'est devenu beaucoup plus attirant de venir investir en Côte d'Ivoire. En plus de cela, quand ils regardent comment le gouvernement a investi dans les ponts, dans les routes, dans l'eau, dans les écoles, c'est ce qu'on appelait ici les secteurs porteurs de croissance. Et ils disent que vraiment, tout ça, ça rend encore plus efficace l'économie. Le chef de la délégation du FMI, M. Olaf, a salué les efforts de la Côte d'Ivoire pour maintenir une croissance économique soutenue malgré les importants défis mondiaux. C'est là maintenant, celui qui était le chef de la délégation des gens du FMI dit, vraiment quand on regarde l'économie de la Côte d'Ivoire, malgré que ça ne va pas du tout dans le reste du monde, les choses sont devenues très difficiles. Vraiment, eux saluent la Côte d'Ivoire pour le courage et l'intelligence des autorités ivoiriennes de pouvoir maintenir notre économie sur une bonne voie. Il a réaffirmé l'engagement du FMI à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa transition vers une économie plus diversifiée et durable. Il dit comme c'est comme ça là, eux vont donc soutenir l'économie ivoirienne, ils vont soutenir les autorités afin qu'on puisse diversifier l'économie et pour que cette croissance-là, ça puisse durer longtemps. Il a dit son satisfait en ce qui concerne la performance du programme. Nous pouvons confirmer qu'elle a été satisfaisante et que tous les critères de réalisation et indicateurs ont été atteints, a-t-il soutenu. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Les gens qui donnent crédit là, surtout les blancs là, ils prennent le temps de voir dedans. Voilà maintenant, le chef de la délégation du FMI dit qu'avec tout ce qu'ils ont fait là, ils ont amené leurs agents secrets avant de venir faire cette réunion là. Avec les résultats, ils étaient venus voir si les autorités ivoiriennes allaient leur mentir. Mais ils disent vraiment qu'ils peuvent confirmer. Ils vont confirmer à partir de quoi? Ils vont confirmer à partir de ce qu'ils avaient déjà et de ce qu'ils viennent d'entendre de la bouche de Mme Kaba Nialé. Ils disent donc ce que tu es en train de dire là. Effectivement, on a amené nos missions secrètes, c'est ça. Donc, on est satisfait. Vous avez respecté les critères de réalisation et les indicateurs ont été atteints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les objectifs que vous et nous sommes fixés. Quand on vous a donné crédit là, vous avez tout respecté et vous avez tout accompli, vous avez tout atteint. C'est comme quand on dit un élève a atteint tous les objectifs, ça veut dire que vous avez eu la moyenne partout. Les discussions ont aussi porté sur les prévisions économiques à moyen terme. Maintenant, après ça, ils disent, bon, l'économie de la Côte d'Ivoire, là, même quand on regarde là-haut, c'est jusqu'à quand la croissance va continuer. Et donc, ils ont dit, on va pas chercher à comprendre ça sur 10, 20 ans. On va chercher à comprendre ça sur peut-être 5 ans comme ça. C'est ce qu'on appelle le court terme. Pardon, le moyen terme. Il y a le court terme, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Ils disent, bon, faisons le moyen terme, prenons 5 ans. On va voir ce que 5 ans va nous donner. Ils disent, donc ça, c'était la deuxième partie. Ils ont travaillé dessus. Et donc, quand ils ont fait la projection avec ce que l'État actuellement est en train de mettre en place, selon les analyses du FMI, la Côte d'Ivoire affiche des indicateurs macroéconomiques encourageants avec un taux de croissance attendu de 6,8% sur la période 2025-2029. Il dit donc, quand ils font leurs projections, si les autorités ivoiriennes restent comme ça, maintiennent l'économie comme ça, là, jusqu'en 2025 et 2024, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans, l'économie ivoirienne, là, la croissance va continuer et elle sera de 6,8% jusqu'en 2029. Donc, quand les gens viennent nous dire que la Côte d'Ivoire se porte mal et que tout va mal et que la Côte d'Ivoire est économiquement mal gérée, regardez ce que ceux qui donnent l'argent disent. Ce dynamisme est le fruit d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'un climat des affaires de plus en plus attractif. Et donc, il n'y a pas de miracle. C'est parce que les autorités, comme le dit le FMI, ont pu maintenir la paix, ont créé un environnement des affaires qui devient de plus en plus attractif et favorable, même si tout n'est pas le paradis, mais c'est déjà mieux que hier et ça peut toujours s'améliorer. Mais aussi, la bonne gestion des finances publiques est devenue aujourd'hui la marque même déposée de l'État ivoirien qui fait aujourd'hui que plutôt que de prendre l'argent pour mettre dans les poches des individus qui ne le méritent pas, on met cela dans des projets de développement et ça aide le pays, ça aide les Ivoiriens. Et c'est vraiment cela. Le régime en place n'est pas là pour chercher à bouffer, ils sont là plutôt pour aider les Ivoiriens dans leur ensemble. Sujet numéro 3. Le problème FECI en Côte d'Ivoire. Les réminiscences durables d'une culture de la brutalité et du meurtre. Le texte que je vous lis ici est un texte de notre père Alexis Diette. Le titre nous dit ici que le problème de la FECI, là, les gens pensent que même supprimer la FECI n'est pas une solution. Ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres.
ce n'est qu'une petite solution. En réalité, il n'y a jamais eu de leçon qui a été donnée face au crime que commettait, sinon que continue même de commettre la FESI. Les autorités ivoiriennes, comme je le disais hier, ont été toutes complices des meurtres et de la brutalité de la FESI à différents niveaux. On accusera par exemple le RDR-RHDP de son laxisme et de l'absurdité que ce parti adopte. On accusera le FPI d'avoir été même l'initiateur du Minotaure, de la bête. On accusera le régime Dufo qui dira qu'il regrette d'avoir supprimé le Messi en faisant venir la FESI. Et donc chaque régime a sa part de responsabilité pour dire en vrai. Et le père Alexis Duyat nous dit ici que la FESI, c'est surtout les liens, c'est la culture de la brutalité, du meurtre qui va rester pendant très longtemps dans notre société. Suffira-t-il d'interdire ce syndicat pour résoudre le problème? Il dit vraiment, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que simplement supprimer la FESI, là, ça va régler le problème? C'est une question. Ce n'est pas suffisant. Ne faudrait-il pas plutôt réformer une mentalité, resocialiser, combattre une idéologie au moyen d'une d'une méthodologie idoine, enculturée, promouvoir l'intériorisation des nouvelles valeurs? C'est ce que nous avons toujours dit. On peut dissoudre la FESI, mais les individus qui ont été dans la FESI, qui ont été élevés à la sauce de la violence, du meurtre, de la brutalité et du désordre, si on ne transforme pas ces individus à l'intérieur, si on ne les inquiète pas en face des lois, c'est zéro. Ils vont encore se reconstituer dans un nouveau groupe, sous un nouveau nom pour reprendre les mêmes choses. Donc ça, il faut qu'on avertisse les Ivoiriens. C'est ça le rôle des intellectuels. Comment réfléchir pour régler les problèmes dans tous les sens. Donc, c'est vrai. Nous demandons que la FESI soit dissoute, soit interdite. Ça, c'est totalement normal. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que demain, là, c'est même là, vont dire aux autres, vous nous connaissez, c'est nous les maîtres de la violence. On ne peut pas être sur le campus sans faire la violence. Et quand on est au campus, il y a beaucoup d'argent dedans. Vous voyez. Donc, ils vont aller créer un nouveau mouvement sur un nouveau nom pour venir faire la même chose. Donc, c'est qu'il faut faire. Et que l'État de la Côte d'Ivoire, surtout le régime actuel, ne veut pas faire là. C'est comment transformer les mentalités. Comment transformer l'homme à partir de son intérieur. Comment enseigner une nouvelle culture à l'homme qui était dans la FESI pour lui dire que la violence n'est pas une solution. Pour lui dire que l'université, là, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu pour faire carrière. Sans qu'on ne va pas mettre ces nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs commencent d'abord par la justice. Ces nouvelles valeurs commencent d'abord par rééduquer l'homme. Pour dire que l'université, c'est un lieu du savoir. Les universités font concours entre elles. C'est à cause des mouvements comme la FESI, on ne va jamais citer la Côte d'Ivoire en exemple. Le Sénégal en fait partie des exemples qu'on cite sur le continent africain dans le monde. Mais les universités ivoiriennes ne seront jamais un exemple parce que elles ne sont pas des temples de savoir, mais elles sont plutôt des laboratoires de la violence, du crime, de la promotion même des valeurs anti-humaines, de la brutalité. Et avec ça, on ne cherche pas de solutions. On cherche à faire du badigeonnage sur une plaie qui est déjà métastasée. Un cancer en phase avancée. On met du mercurochrome et du sparadrap et on dit non, demain, ça va aller, ça n'ira pas. Le malade va continuer à souffrir. Et le malade ici, c'est la Côte d'Ivoire. Dans les exactions récurrentes au fil des années de ce syndicat estudiantin qui fut la progéniture du FPI de M. Laurent Gbagbo en minuscule et l'un de ses bras armés dans le milieu scolaire et universitaire, se constatent les conséquences durables mortifères d'un ethno-nationalisme fondé sur l'endoctrinement et la milicisation de la jeunesse, sur l'instrumentalisation et l'incorporation de l'école et de l'université ivoirienne, du syndicalisme scolaire, estudiantin, universitaire et corporatif, des associations et des organisations culturelles de la société civile. Il ne faut pas s'étonner. Le FPI, là, c'est une pure création de Laurent Gbagbo et de son FPI dans le milieu de l'école ivoirienne. Et c'est une milice, c'est une force paramilitaire, c'est une force meurtrière. Et ses conséquences sont là. Si on vous cite les nombres de personnes, c'est ce que l'on sait.
Sinon, ça a été basé sur une approche ethno-nationaliste. Ça a été, la FESI, pardon, est basée sur une approche tribaliste pour défendre les intérêts du soi-disant peuple de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est pourquoi c'est un mouvement sectaire, radical, mortifère, qui fait dans l'endoctrinement et qui a milicisé la jeunesse ivoirienne et l'a instrumentalisé lorsque Laurent Gbagbo en avait besoin. Et le prétexte pour leur donner une crédibilité, c'est de dire qu'ils sont là pour défendre les intérêts des élèves et étudiants dans nos universités, alors que c'est faux. C'est une organisation criminelle pour essayer de répondre aux intérêts d'un certain monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo. Pour mémoire, rappelons que la FESI signa un meurtre symbolique à la fin des années 1990. Son entrée en scène dans le syndicalisme estudiantin est transformée symboliquement par la suite en qualité de milice estudiantine du FPI. Les maquis du campus universitaire de Cocody en fosse commune des victimes des exécutions sommaires durant la guerre civile de décembre 2010 à mars 2011. Qui ne sait pas que la FESI a fait son entrée par la mort de Thierry Zébier? Qui ne sait pas que la FESI a transformé le milieu estudiantin, les universités, les cités universitaires en des fosses communes? Lorsque M. Cissé Bakongo, je crois que c'était en novembre, je ne sais plus si c'était en octobre 2011, c'était en novembre 2011, lorsque pour les travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles cités, qu'est-ce qu'on a constaté? Des ossements humains. Mais ce que les gens oublient, c'était une fosse commune des victimes que la FESI exécutait et jetait ces corps-là là-bas. Et ces corps-là viennent des violences qui ont été causées par la FESI, les personnes que la FESI a massacrées entre décembre 2010 et mars 2011. Dans toute la zone de Cocody. C'était comme un dépotoir humain pour verser les cadavres là-bas. Est-ce que ça, là, les Ivoiriens ne s'en souviennent pas? Est-ce que ça, là, ça n'a pas choqué Laurent Gbagbo? Il y en a en ce nouveau meurtre estudiantin de l'année 2024, la continuité mortifère des habitus acquis, une tradition de brutalité et de meurtre. Et donc, Laurent Gbagbo ne doit pas écrire un communiqué pour dire que lui, il est choqué et qu'eux demandent des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'habitude, la tradition de brutalité, la tradition du meurtre et le non-respect de la vie que Laurent Gbagbo utilisait hier pour en faire une doctrine là. Ce sont encore, c'est la continuité de cette mauvaise habitude là qui est là aujourd'hui. Donc il est très mal placé pour jouer le médecin après la mort. C'est lui le premier criminel qui a causé tout ça. Ce sinistre pédigré symbolise l'ampleur des déprédations psychiques que le régime FPI exerça sur la jeunesse ivoirienne durant des décennies. Qui a détruit l'école ivoirienne? C'est toi, Laurent Gbagbo, avec ton FPI. Ne faites pas aujourd'hui semblant de pondre un stupide communiqué pour dire non, c'est choquant, nous sommes choqués, nous demandons justice. C'est ce que tu as voulu. Quand tu as utilisé les jeunes de la FESI, tu les as milicisés dans les rues, tu as fait commettre des meurtres. Tu n'as jamais été choqué parce que ça t'arrangeait. Aujourd'hui, maintenant, tu veux utiliser ce qui s'est passé en 2024 pour accuser les gens des méfaits que toi et ton régime ont imposés à la jeunesse ivoirienne pendant plus de 20 ans. À l'instar des sociétés qui subirent des exactions et les tueries des masses d'une dictature totalitaire qui avait fait de la jeunesse le fer de lance de ces massacres. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez utilisé soi-disant jeunes patriotes pour envahir les rues et faire tuer d'autres Ivoiriens, massacrer des Ivoiriens, créer le désordre pendant plus de 20 ans, de 1999 jusqu'en avril 2011? Ce sont les conséquences de vos actes qui sont là. La profondeur des blessures traumatiques psychiques de cette génération brutalisée appelle un traitement cathartique et une régénération culturelle au-delà des sanctions judiciaires et pénales. Donc, au-delà du fait qu'on va condamner, les mettre en prison, on va les juger, les sanctionner, tant qu'on ne va pas travailler sur le mental, tant qu'on ne va pas travailler en retirant
la violence même dans l'esprit de la jeunesse ivoirienne pour essayer de recréer une nouvelle culture qui soit basée sur le respect de la vie humaine et des bonnes valeurs, ce sera peine perdue. La bête peut changer, peut muer, peut changer de corps, peut changer de nom. Ça sera la même chose comme le FPI. Le FPI, lorsqu'ils ont senti qu'ils n'étaient plus populaires, ils se sont fait appeler LMP. Mais lorsqu'ils ont échoué, ils sont devenus aujourd'hui PPACI. Et pour distraire et tromper les gens, ils se sont redivisés en plusieurs groupements. Il y a le G, il y a le COGEP, il y a le MGC, il y a le quoi, et il y a le GPS, tout. Mais en réalité, c'est la même bête avec le même objectif. Comment s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour pouvoir éventrer la Côte d'Ivoire et imposer la violence aux Ivoiriens. Car l'ethno-nationalisme guerrier et épurationniste du FPI de M. Laurent Gbagbo eut et conserve une dimension totalitaire indéniable. Si on en est arrivé à tout ça, c'est parce que Laurent Gbagbo qui a basé sa politique sur la violence envers les autres ethnies et tribus de la Côte d'Ivoire, en voulant faire du génocide un mode de gestion du pouvoir et en utilisant ces jeunes de la FESI pour commettre des actes de génocide en Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans, ça a montré que le régime de Laurent Gbagbo est un régime despote, est un régime tyrannique, est un régime qui a une dimension totalitaire. Ses caractéristiques spécifiques furent et demeurent le contrôle total de la société et des médias, l'incorporation milicienne de la jeunesse, l'endoctrinement des esprits, la désinformation, l'irresponsabilité arbitraire absolue du pouvoir et l'impunité. Qui aujourd'hui commet des crimes en Côte d'Ivoire mais qui demande qu'on l'amnistie? Qui commet des crimes et demande qu'on l'amnistie? C'est Laurent Gbagbo. Qui demande la réconciliation? Vous avez fait quoi et puis vous voulez vous réconcilier avec qui? Vous savez très bien que vous avez fait du mal aux gens. Mais au nom de l'irresponsabilité arbitraire absolue et au nom du goût de l'impunité que vous avez, vous voulez toujours distraire les gens. C'est pourquoi vous utilisez la désinformation. C'est pourquoi vous utilisez le mensonge. Et quand vous avez le pouvoir sur la jeunesse, vous les rendez miliciens. C'est ce qu'on a vu. Ce sont les étudiants que vous avez rendus miliciens pour massacrer les Ivoiriens. Vous avez pris le contrôle des médias. Vous avez et vous demeurez dans ces caractéristiques-là parce que vous n'avez pas changé même aujourd'hui où je vous parle. Et c'est ça qu'il faut qu'on montre aux Ivoiriens. Cette gouvernance brutale décennale a laissé des traces traumatiques psychiques profondes dans la jeunesse et dans la population ivoirienne. Ce sont les conséquences qui sont là. Et Laurent Gbagbo, si tu ne sais pas, en plus de la FESI, les microbes là, c'est parce que tu as tué leur papa, qu'ils ont évolué sans caractère et sans repère social et ils sont devenus des microbes. Tu as pris ces jeunes miliciens pour tuer leur papa, leur maman. Ils ont grandi dans la rue, ils ont grandi dans la difficulté. En plus de la FESI, tu es encore à l'origine des enfants microbes en Côte d'Ivoire. Ça encore, il faut qu'on puisse te dire ça. Tu es un individu dangereux, Laurent Gbagbo. Toi et ton FPI, PPACI, vous êtes les promoteurs de l'impunité, de la perversion dans notre société, de l'irresponsabilité arbitraire, de l'endoctrinement, des meurtres, des crimes, de la désinformation et surtout de la milicisation de notre jeunesse et de notre société, du désordre et du délitement de notre école ivoirienne dans tous les sens. C'est lui-même qui a incorporé la violence dans la politique et le meurtre sur les campus. C'est toi, Laurent Gbagbo, pour atteindre tout juste tes objectifs individuels au détriment de la Côte d'Ivoire. Et cette culture de la brutalité là, il faut qu'on te le dise. Ton pouvoir a été un enchaînement de brutalité et d'actes ignobles. Il ne suffira pas d'interdire ce syndicat pour résoudre ce mal profond. Et donc dire que même si on supprime la FESI doit être supprimée. Mais supprimer ne suffit pas. Il faut que ceux qui vont animer les autres mouvements à venir, il faudrait qu'ils viennent les animer avec un esprit complètement différent. C'est sur ce travail-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et donc, il faut travailler à une resocialisation, à une enculturation de la jeunesse et à une formation continue des adultes, étant donné que cette idéologie mortifère fut diffusée, il faut ça dans le corps social durant une vingtaine d'années. Et ça, au fur et à mesure, Laurent Gbagbo, quand il a fini de détruire l'école ivoirienne, en faisant la violence, c'est eux qui décident quand ils veulent faire cours. C'est eux qui décident qui doit frapper sur le campus. C'est eux qui décident comment ils doivent finir avec les gens en les massacrant. Après cela, ils ont milicisé cela, ils ont pris ça et ils ont dirigé pendant plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Les conséquences sont là.
Et donc, quand ce Laurent Gbagbo là nous produit un communiqué soi-disant du PPACI pour vouloir jouer les victimes, pour vouloir tromper les Ivoiriens, nous nous demandons, mais à qui est-ce qu'il parle? Ils pensent que nous avons oublié qui ils ont été. L'affaire que vous voyez là, c'est là, lorsque Laurent Gbagbo les a rendus violents, il leur a donné même les éléments techniques pour se faire respecter, la peur, la violence. Parce que c'est en cela que lui croit. Et c'est pourquoi vous verrez par exemple dans leur vocabulaire, ils se font tous appeler pour ceux qui sont les dirigeants, ils se font appeler général avec général Tan, général Mouton, général Gattuso, tant, des noms bizarres. Mais c'est un vocabulaire qui est inspiré de l'univers militaire. Ça fait peur. Quand tu as affaire à un général, mais c'est pas une petite affaire. Les différents secrétaires généraux là, eux se donnent le titre de général. Maintenant, leur siège administratif, là, ils appellent ça le Pentagone. Et maintenant, leur quartier général, ils appellent ça le commandement supérieur. Ça fait penser au code de la gendarmerie. Et donc, vous voyez, tout ça pour effrayer les autres, pour inquiéter les autres. Si on te prend dans notre système, c'est fini pour toi. Eh bien oui, c'est fait à dessein et c'est tout est programmé. Et c'est ce qui a permis à Laurent Gbagbo de faire assassiner à travers la FECI le 16 juin 1991 Thierry Zébier. Pourquoi? Parce que Thierry Zébier, pourquoi un BT va aller s'ajouter au PDCI? Pourquoi un BT qui était avec lui va donner des informations au PDCI sur le campus? Ils ont pris Thierry Zébier le 16 juin 2011 et ils l'ont tué. Le 23 juin 2024, pourquoi Habib Dodo, un étudiant qui était le secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, qu'on appelait le PCRCI, il a été enlevé au domicile d'Ekissi Achi? Pourquoi ils font des réunions? Pourquoi eux ils veulent faire un autre mouvement étudiant? Il a été enlevé le 23 juin 2024 2004 et il a été tué. Ça, la mort de Thierry Zébier n'a pas choqué Laurent Gbagbo le 16 juin 1991. L'assassinat par la FECI le 23 juin 2004 d'Habib Dodo n'a pas consterné Laurent Gbagbo. Parce que tout ça, ça l'arrangeait. En septembre 2005, est-ce que les membres de la FECI n'ont pas attaqué le cortège du ministre de l'administration territoriale des forces nouvelles, Issa Diakité, lorsqu'il se rendait à Cocody pour des funérailles? Ça n'a pas choqué Laurent Gbagbo. On est tous Ivoiriens. Vous n'allez pas cacher l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Hey, nous tous là, nos mamans nous ont bien mis au monde. Nous, on est mieux que vous. Nous, nos papas et nos mamans se sont mariés. Et nos papas là, il n'y a pas restant de dot. Mais toi, Laurent Gbagbo, un enfant qui ne connaît même pas son père. C'est pourquoi tu es jaloux de nous. Tu es jaloux des vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut aller chercher tes parents à Caille. Et donc là, en septembre 2005, là, qui a attaqué le cortège du ministre de l'administration du territoire des forces nouvelles, Issa Diakité? C'est même fait-ci là. C'était à Cocody. Il est allé pour faire des funérailles. C'est quand on dit là, si c'est faux là, tapez sur Google. Ou bien allez taper et puis venez démontrer que ce qu'on dit est faux. En juillet 2006, soi-disant jeunes patriotes, est-ce que ce ne sont pas avec la FECI, quand on faisait les audiences foraines là, qui sont ceux qui ont créé des barricades dans tout Abidjan, qui ont brûlé les voitures des gens, qui ont pris des gens en otage et qui ont sémé la violence pour empêcher les audiences foraines? Laurent Gbagbo, c'est qui vous avez utilisé? Lorsque vous aviez dit, toi et puis Pascal Affi-N'Guessan qui est là, lorsque vous avez fait une conférence de presse pour déclarer que les audiences foraines doivent être bloquées là, qui est sorti pour bloquer? Ce sont les membres de la FECI. Et ce sont ces mêmes jeunes miliciens qui étaient des étudiants se faisant appeler jeunes patriotes et en même temps fécistes. C'est eux qui ont reçu les messages 5 sur 5 et qui ont mis en action et en pratique ce que vous avez dit. Et ils ont paralysé le programme des audiences foraines et ils ont empêché les Ivoiriens d'avoir accès à leurs documents. Est-ce que ça là, ça ne t'a pas gêné ce jour-là? Mais ça aussi, il faut qu'on te rappelle. En mai 2007, lorsque la FECI a attaqué le siège de la Lido
La LIDO, c'est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et le siège de l'APDH, l'action pour la protection des actions des droits de l'homme. Et qu'ils ont fait des dégâts de plus de 40 millions. On leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils disent, non, non, non. Pourquoi la LIDO soutient les professeurs qui ont fait grève parce qu'ils disent qu'il faut qu'on augmente leur salaire, leurs conditions de travail? Ça, là, ça ne t'a pas gêné. Hein? Tout ce qu'on dit là, c'était sous ton pouvoir. Hein? Donc là, avant de venir dire que la mort d'un individu en 2024 t'a choqué là, et que tu demandes justice là, toi-même, tout ce qu'on est en train de citer là, est-ce qu'un jour tu as rendu justice à quelqu'un? Est-ce qu'un jour tu t'es senti choqué? C'est pourquoi on te rappelle que tu as une pourriture et que tu n'as pas le droit de venir faire la leçon ou la morale à quiconque. Laurent Gbagbo et ton FPI. Vous êtes très mal placé parce que si vous n'aviez pas créé cette machine de la mort, celui qui est mort en 2024 ne serait pas mort. Mais celui qui est mort aujourd'hui là, il n'est pas mieux que Habib Dodo, il n'est pas mieux que Thierry Zébier, il n'est pas mieux que tout ce qu'on vient de citer. Et c'est là qu'on comprend que vous êtes des gens qui êtes là pour désinformer les Ivoiriens, tromper les Ivoiriens, toujours en regardant votre petit intérêt. Mais on ne va pas vous laisser en paix. On va vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Le 29 janvier 2009, Kakabe est encore vivant. Il est aujourd'hui ambassadeur, je crois, au Gabon. Allez lui demander, c'est même Kakabe là, Conan Kouadio Bertin. Le 29 janvier 2009, les étudiants, s'ils ne sont pas membres du FPI, ne peuvent afficher leur militantisme au grand jour. À chaque fois que nous avons essayé de mobiliser les jeunes, ceux-ci étaient virés de leur chambre dès le lendemain, voire blessés ou tués. Je ne peux pas envoyer les jeunes du PDCI à l'abattoir. Ça, c'était le 29 janvier 2009. Mais allez demander à ce même Kakabe. Pendant la crise post-électorale, quand il est sorti, les jeunes miliciens de la FESI, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont bien massé son corps. Et donc là, allez demander, est-ce que quand le 29 janvier 2009, Kakabe a dit cela, est-ce que ça a choqué le FPI, PPACI? Non. Et donc là, la politique de l'hypocrisie, ça ne va pas prospérer. Dans la moitié, à la mi-octobre 2010, est-ce que les extrémistes de la FESI n'ont pas été instrumentalisés par le régime du FPI pour empêcher le président Ouattara de se rendre sur le campus de Cocody? Ceux qui ne savent pas respecter leur histoire et qui sont dans les détails, là, dans les émotions, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on se souvient de tout ce qui s'est passé et on va tout dire. Et c'est pourquoi là, nous, on est obligé d'être radicaux. Nous, là, on est obligé d'être très radicaux. Parce que quand les malfaiteurs sont persistants dans le mal, il faut aussi des vrais garçons pour leur tenir tête. Si vous sortez aujourd'hui, on vous massacre sans état d'âme. Et on vous attend. On vous attend. C'est que nous, on dit l'enfer. Je n'ai pas dit on va s'amuser avec vous. On va vous exterminer. Vous avez empêché, je ne vais pas l'appeler ici président Alassane Ouattara, je vais l'appeler Alassane Ouattara. Vous avez empêché le candidat Alassane Ouattara, comme si ce n'était pas un Ivoirien, de se rendre au campus. Ça, c'était le 15 octobre 2010. Si les militants du RDR, RHDP ne respectent pas leur histoire, et eux se sont oubliés là, nous on n'oublie aucun détail, et on ne va pardonner aucun détail. Chaque fois qu'on aura l'occasion de nous venger, on va se venger sur vous, brutalement, et sans état d'âme. Ça, retenez ça. Et n'oubliez pas, on ne va pas vous louper. Vous avez empêché Alassane. Et je me souviens, Ben Laden, je ne sais plus si c'est toi le même qui était à Bouaké, mais si c'est le même Ben Laden là, tu te souviens de ce que tu as fait ce jour-là, non? On ne va pas laisser. Et donc vous avez empêché, et vous avez même cassé une caméra même de TV5, tellement vous étiez excités ce jour-là. S'il y a des gens qui sont devenus indignes, qui ne peuvent pas respecter leur histoire là, et qui veulent négocier avec les malfaiteurs, nous n'allons jamais négocier avec les malfaiteurs. Même si ce sera au prix de nos vies, ils vont savoir qu'on ne va pas laisser et on ne va pas sauter un détail. Le 22 novembre 2011, lorsque, je suis très précis dans les dates, quand M. Ibrahim Cissé Bakongo était le ministre de l'Enseignement supérieur, quand il a demandé à faire les travaux de réhabilitation et de construction du pôle universitaire d'Abidjan à Cocody, là, est-ce que vous saviez les tas d'ossements humains qu'on a découverts au campus de Cocody? Ils avaient utilisé une partie du campus
comme un dépotoir humain. C'est-à-dire les hommes qu'ils tuent là, ils s'en vont verser là-bas. Ça s'est passé entre octobre et mars. Ça s'est passé entre octobre 2010 et mars 2011. Ils déversaient les corps humains là-bas. Ça là, ça ne vous a pas choqué. C'est la mort d'un misérable qui vous choque. Parce que vous, c'est le sang humain que vous aimez. Et vous êtes prêt à profiter même sur la vie des autres pour faire la publicité. Mais on vous attend. Vous-même, là, votre tour arrive. Laurent Gbagbo, toi et ta bande, là, on va vous massacrer aussi. Là, quand c'est comme ça, là, vous ne serez pas seulement que désolé, mais vous comprendrez le mal que vous avez fait aux différentes familles des Ivoiriens. Est-ce que Mian Augustin n'a pas milicisé la FESI pour le plaisir de Laurent Gbagbo et de sa tribu? Parce que Laurent Gbagbo ne lutte pas pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo lutte pour sa tribu. Et ici, Mian Augustin nous l'a bien montré quand il a rendu tout le campus en poudrière. Et les Ivoiriens s'en souviennent très bien. Et donc, vous êtes très mal placés pour venir nous demander de rendre justice. Quand vous-même, ce que vous aviez fait, vous n'avez pas le courage devant l'histoire de demander pardon aux Ivoiriens ou de vous mettre en face de la justice. Vous êtes très mal placés pour nous demander de rendre justice à qui que ce soit. Les murs de la cité rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mian Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mian Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mian Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous, F6, je ne suis pas patron, je suis F6. Et on a commis des fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute? Dans la FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui. Sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus en bas, là, dans le bas-fond, puis vous de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Le parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous, F6. Vous savez, vous demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être guetté. On faisait tout, on mettait la loi partout. Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Afghans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, en parenthèse Moussi. Abel a tué, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane, et il a si bien demandé, pour ne pas tourner la même erreur que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. À tout moment, je parle. Et donc, après avoir écouté tout ça, je vais faire la conclusion pour dire que le 21 mai 2008, le gouvernement de Laurent Gbagbo devrait adopter des mesures immédiates visant à mettre un terme à l'impunité de la FESI
dont juste les membres de ce groupement estudiantin pro-gouvernemental responsable de nombreux actes de violence et de comportements criminels, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai mis des liens maintenant là. Ce sont ces liens-là. Donc c'est ce document-là que je suis en train de lire. La FESI est régulièrement associée à un comportement de type mafieux, se livrant notamment à l'extorsion et aux rackets auprès des commerçants travaillant sur les sites de l'université et des écoles secondaires et aux abords de ceux-ci. En tandem avec d'autres groupes de jeunes pro-gouvernementaux dirigés par Laurent Gbagbo, tels que les Jeunes Patriotes, les membres de la FESI ont été mobilisés à de nombreuses reprises depuis 2002 pour entraver le processus de paix en Côte d'Ivoire et, à des moments cruciaux, engagés au profit du FPI, le parti au pouvoir. Les actions de la FESI, tant sur le campus qu'en dehors du campus, ont sérieusement miné la liberté d'expression, de réunion et d'association. Les conclusions de Human Rights Watch sont basées sur des travaux de recherche effectués pendant 5 semaines à Abidjan et à Bouaké. Le rapport décrit les racines et les actions de la FESI, ainsi que la complaisance de Laurent Gbagbo et de son régime, voire parfois même de leur complicité au haut niveau du gouvernement dans la violence et dans les crimes perpétrés par les membres de la FESI. Lors d'un entretien réalisé le 26 mars 2008 avec Human Rights Watch, Mia Augustin, alors secrétaire général du FPI, a reconnu qu'il y a eu de la violence et d'autres problèmes. Et il s'est engagé à créer une nouvelle FESI mûre qui tourne le dos à la violence. Human Rights Watch se réjouit de cette déclaration et en appelle en même temps le gouvernement de Laurent Gbagbo à prendre des mesures visant à mettre fin à l'impunité qui permet aux activités violentes des groupes des jeunes se poursuivre librement. Les actions qui s'imposent sont notamment l'ouverture d'une enquête immédiate de la police au sujet des crimes commis par les membres de la FESI. Et donc après tout ça, Laurent Gbagbo, tu es très mal placé pour l'ouvrir et nous raconter des carabistouilles. Et donc tu la fermes. Et ce que tu es incapable de faire, tu ne demandes pas aux autres de le faire. Ça s'appelle simplement de l'indignité caractérisée. Nous allons passer à l'édito de Merle Blanc et après rapidement, le temps il est extrêmement coincé. Il va nous rester moins de 20 minutes. Et ceux qui veulent appeler, on va vous laisser rapidement le temps de pouvoir venir et de dire 2 ou 3 mots et passer directement à autre chose. Et donc on écoute l'édito de Merle Blanc ici. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la magnifique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre L'homme de l'ombre. Comme un médecin s'adresse à son patient atteint d'une maladie de la peau, Nicolas Sarkozy a demandé à Bourgi de demeurer dans l'ombre, sous peine de se brûler la peau. Mais hélas, quand le sage homme montre la lune, l'idiot regarde le doigt. En entendant ces paroles de Nicolas Sarkozy à son endroit, Bourgi semble avoir pensé à la maladie de la lune, appelée aussi xéroderma pigmentosum. Lui, la grosse patate qu'il est, n'a pas été capable de voir la subtile mise en garde, lui conseillant de demeurer de gré ou de force dans le noir. Mais il n'y a pas de mal à cela, Bourgi. Il y a des hommes nés pour briller et d'autres condamnés à œuvrer dans l'ombre. Dans le secteur de la musique, par exemple, certains sont d'excellents paroliers, dont d'excellents chanteurs vont dire les textes, accompagnés d'excellents musiciens. Mais souvent, à partir du moment où le parolier sort de l'ombre et prend le micro, tout peut s'écrouler. Il y a des enfants de l'ombre, il y a des femmes de l'ombre, M. Bourgi. Alors, toi, tu ne voudrais plus demeurer dans l'ombre. Tu te révoltes parce que tu as compris qu'on te maintient dans ce rôle. Toi, condamné à porter des valises d'argent des présidents africains, dont Gbagbo, destiné aux candidats français à la présidentielle. Trop péjoratif pour toi, trop réductif pour toi, n'est-ce pas?
toi, le bourricot, as commencé à voir grand, à rêver à un destin plus fameux, tel que Premier ministre, voire président de la République. Dans ta vie de porteur, on le sait, tu as fini par connaître les rouages du pouvoir des deux continents, à savoir l'Europe et l'Afrique. Mais pourquoi vouloir te rendre justice en t'attaquant à l'Afrique? Bourgi, tu as été lâché dans ton rêve de célébrité. Même si tu es traité aujourd'hui de bouffon et conduit, comme le dit un des conseillers de Gbagbo, pourquoi ne pas t'attaquer frontalement à ceux-là, à tes envoyeurs d'hier, plutôt que de les affronter sur le terrain africain, en l'occurrence le terrain ivoirien, pour combattre tes patrons? Pourquoi vouloir dénoncer de la sorte avec lâcheté? En voilà un qui n'en a pas assez dans la culotte. Chers parents, voilà certains des bijoux de l'œil Gbagbo. Laurent Gbagbo et ses manigances, nous n'avons pas fini d'en morfler. Merci et à bientôt. J'allais répondre rapidement à Mère Blanc. Ainsi parlait Zarathustra de la canaille. La vie est une source de joie, mais partout où la canaille vient boire, toute la fontaine est empoisonnée. J'aime tout ce qui est propre, mais je ne puis voir les gueules grimaçantes et la soif des gens impurs. Ils ont jeté leur regard au fond du puits. Maintenant, leur sourire odieux se reflète au fond du puits et me regarde. Ils ont empoisonné par leur concupiscence l'eau sainte. Et en appelant joie leurs rêves malpropres, ils ont empoisonné même le langage. La flamme s'indigne lorsqu'ils mettent au feu leur cœur humide, l'esprit lui-même bouillonne et fume quand la canaille s'approche du feu. Le fruit devient douceâtre et le blé dans leurs mains, leur regard évente et dessèche l'arbre fruitier. Je m'arrête là, comme pour dire que Robert Rabougri n'est que la définition réelle de la canaille, comme nous le dit le grand maître Nietzsche, d'Ainsi parlait Zarathustra. Partout où il va, il ne sème que la souillure, l'immoralité et surtout la bassesse. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui prendront la parole, s'il vous plaît, ne dépassez pas 5 minutes. Surtout ceux qui veulent, présentez-vous parce qu'il nous reste moins de 15 minutes. Et il y a notre aîné Koulibaly qui s'est présenté. On va donc prendre la parole. On va donc lui donner la parole. Tous ceux qui prendraient la parole, ne dépassez pas les 5 minutes parce qu'on a été pris par le temps. Et moi, je dois aller au travail. Et donc, pour ne pas être piégé. Allô? Oui, éclairez, bonjour. Bonjour, cher Annie, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok, donc on va vous laisser rapidement la parole. Oui, merci, éclaireur. 5 minutes, comme tu as dit. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les EBV. En fait, je ne voudrais pas revenir sur toutes les bonnes choses que tu as dites sur la FESI, mais je voulais juste dire que aujourd'hui, pour tous les EPV et pour tous les Ivoiriens, notre combat devrait être, d'un premier temps, l'interdiction de la FESI et de tous les mouvements violents sur les campus et à l'université, dans nos universités et dans nos écoles. Ça doit être notre combat actuellement, l'interdiction. D'un premier temps, il faut d'abord interdire. Parce que ce monstre doit disparaître, absolument, d'une manière ou d'une autre. On sait, ils vont essayer de se reconstituer, mais d'un premier temps, le monstre qui s'appelle FESI, là, interdisons d'abord. Le reste, là, après, on va lutter. On sait que, de toutes les façons, pour extirper une telle violence qui a eu le temps de s'asseoir depuis 90, ça va mettre du temps. Mais d'un premier temps, là, il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité, profite de l'occasion pour interdire officiellement. Maintenant, l'interdiction,
ne devrait pas être seulement, à mon avis, il ne faut pas que ce soit administratif. Il faudrait que ce soit une interdiction judiciaire. Ça a plus de force que l'administratif. Pourquoi? Je m'explique. Regardez le GPS. Le GPS a été dissous par une décision de justice. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur peut saisir le procureur, ou le premier ministre peut saisir le procureur, et puis le procureur saisit la justice, et la justice, avec les arguments juridiques nécessaires, et on dissout la FESI. Parce qu'aucune organisation civile normale, même s'il se comporte comme ça, même doit disparaître. Pourquoi le parti de Soro Guema a été judiciairement interdit? C'est parce qu'ils utilisaient la violence, ils veulent déstabiliser le pouvoir. Mais aujourd'hui, la FESI a déstabilisé l'université. Donc, franchement, ils ont plus que trouvé l'ordre public. Parce qu'il y a des crimes, il y a des délits. Il y a tout ce qu'on imagine. Regardez, actuellement, ils sont en train de vider les cités, mais on se rend compte que les chambres, même les cités universitaires sont co-gérées par la FESI et le CRU. C'est inimaginable. Comment une organisation estudiantine peut co-gérer des cités universitaires? Ce n'est pas une administration bis. L'argent va dans la poche des dirigeants de la FESI. Ils étaient en train de construire même un siège que les gens ont détruit, qui a été détruit aujourd'hui. Mais on ne peut pas continuer à regarder la Côte d'Ivoire aller volo. Sur le plan économique, il n'y a rien à dire concernant la gestion du président Ouattara. Sur le plan social, il n'y a rien à dire sur la politique du président Ouattara. Mais sur le plan de la justice, encore une fois, nous interpellons le pouvoir. Sur ce plan-là, franchement, il y a beaucoup de choses à rattraper. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que mon ami, le ministre de la Justice, Kambou, le ministre de la Justice, je ne sais pas, c'est mon promotionnaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour lui prendre ses responsabilités. Franchement, ce n'est pas normal. On peut pas. Moi, ça me fait de la peine de voir que j'ai fait une université. Moi, je suis un pur produit de l'université de Copoli. Mais à ma grande surprise, cette université est devenue un mouroir. C'est devenu un champ de violence. C'est devenu un champ de guerre. C'est devenu un champ d'escroquerie. C'est devenu un champ de mafia. C'est incroyable. Ce n'est plus un champ d'intellectuels, mais c'est devenu un champ de... Mais attends, où on va? Donc moi, je pense qu'il faut commencer par interdire. Il faut dissoudre la FESI. On passe à autre chose. Maintenant, s'ils se reconstituent autrement, mais on les arrête. Force doit rester à la loi. C'est clair et net. Ceux qui ont fait le communiqué qu'ils ont fait récemment, qu'ils ont signé, qu'on a fait passer dans la presse hier ou avant-hier, ils sont actuellement recherchés. Je crois que celui qui a signé le communiqué a dû être arrêté. C'est ce que le gouvernement doit faire. La fermeté. On est fatigué. C'est le manque de fermeté qui nous a amenés dans tout ça. Et celui, moi, tu as cité Bakongo tout à l'heure. Oui, il a fait de très bonnes choses. Par ailleurs, mais sur le plan de la FESI, là, il a une part de responsabilité. Parce que quand il était ministre de l'enseignement supérieur, il aurait pu dissoudre, il avait l'opportunité de dissoudre la FESI. Mais il fait partie des gens qui ont dit non, on va les maîtriser. Mais il ne peut pas maîtriser, tu ne peux pas maîtriser un monstre que toi-même tu n'as pas créé. C'est pas possible. La seule personne qui maîtrise la FESI, là, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui maîtrise la FESI. C'est lui qui a créé sa chose. C'est lui qui connaît comment il a créé sa chose. C'est lui qui a créé son monstre. C'est lui qui maîtrise son monstre. Donc, on va se dire la vérité. Commençons déjà par dissoudre la FESI. Ce sera le premier pas important qu'on aura posé dans le sens d'extirper la violence de nos universités. Au clair, je vais m'arrêter là. Comme tu as dit 5 minutes, ça fait 5 minutes 23 secondes, je m'arrête. Je voudrais laisser, j'aurai l'occasion certainement de revenir sur certains points. Mais c'est bon pour cet après-midi et pour te laisser aller au boulot. Je remercie tous les EPV. Vraiment, mettez en prière chacun de son côté pour que le gouvernement ne s'arrête pas vis-à-vis de la FESI. Que la FESI disparaisse à jamais de nos subconscients. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci surtout de tenir compte du temps. Et on dit la même chose, hein. Pour moi-même, là, aujourd'hui même, là, la FESI même, à l'instant, devrait disparaître. Et maintenant, on allait chercher à comprendre le reste. Et c'est ça. Et il faudrait que les parents, nous-mêmes, sortions. Le lundi, on est là. On va profondément approfondir encore la question, si je peux me permettre, cette pathologie. Et donc, c'est un problème qu'il ne faut pas laisser.
Et c'est la deuxième opportunité qui nous est offerte de faire disparaître la FESI. Si on est sous cette fois-ci, c'est fini. Et donc, il faudrait que les parents, les Ivoiriens, se lèvent comme un seul homme pour essayer d'exiger cela à nos dirigeants. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, Claude. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Bonjour Clara, je vais très bien, merci. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on va vous laisser la parole. On n'est plus par le temps. Ok, vite fait. D'accord. Alors, je salue tout le monde et je vous dis merci encore, éclaireur, de nous rappeler ces faits. Alors, moi, je vais parler un peu de l'environnement, du cadre en dehors de la violence. Je vais dire que quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, on se souvient de dans quel état étaient les universités d'Abidjan à Djamé. Et le président Ouattara a réhabilité les universités à coups de milliards. Et aujourd'hui, quand on voit dans quel état se trouve l'université de Cocody, l'université de Adjamé, à Bobo, franchement, j'ai mal au cœur. Je dis que c'est pas la peine. Ces étudiants-là, ils n'ont pas le mérite d'être étudiants. Franchement, ils ne comprennent pas le privilège qu'ils ont d'être étudiants. Parce que faire des études, étudiants, c'est une qualité. Mais tu les vois, ils sont dégueulasses, ils sont sales, ils s'expriment très mal. Donc je me dis, si on fait une ligne blanche, ce n'est pas grave. Il faut les vider tous des cités universitaires et puis on replie tout à zéro. Parce que ce n'est pas normal que eux, ils arrivent, ils s'installent de façon illégale et puis sèment la terreur. Voilà. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, la FESI doit disparaître. La FESI doit être dissoute. Cette nébuleuse, cette vermine, cette fédération doit disparaître parce qu'on en a marre. Voilà. Et c'est Gbagbo qui a introduit la violence avec la FESI, qui était son bras armé dans les universités. Donc, nous, on dit que la FESI, vraiment, on est unanime pour qu'elle disparaisse. Et je dis merci aux forces de l'ordre qui ont commencé à taper du poing sur la table, qui ont commencé à agir, à vider ces étudiants qui n'ont pas le droit de rester dans ce temple du savoir. Voilà. Et je dis merci parce que c'est vrai, on n'est pas là pour justifier un meurtre, mais en même temps, on voudrait dire au PPACI de fermer son clapet. Parce que sous leur montature, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, vous citiez Habib Dodo, vous citiez Thierry Zébier, et ben, toutes ces personnes qui ont été tuées. Est-ce que la lumière a été faite sur leur assassinat? Non. Donc, que le PPCI se taise un peu. Voilà ce que je voulais dire. Je laisse la parole. Merci beaucoup, éclaireur. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, cher mère. Merci infiniment. On va vous souhaiter aussi une excellente soirée et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Bonsoir le concurrent. Allô? Oui, bonsoir cher frère, comment ça va? Oui, bonsoir cher frère. Bonsoir. Donc on va vous laisser vos 5 minutes. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Alors aujourd'hui, je vais parler très rapidement de 2 sujets. Le premier sujet, c'est la dissolution de la FESI. Et puis le deuxième sujet, c'est la réparation de Wari à Bobo. Comme vous avez eu à le dire à travers l'article du père Alexis Diet, nous sommes à un tournant décisif. Il est suffisamment grand temps de dissoudre cette organisation criminelle qu'est la FESI. Tout le monde sait aujourd'hui, au-delà des frontières, en Occident surtout, la FESI est classée comme une organisation terroriste.
Et lorsque le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, nous sommes très surpris de voir que la FECI n'a pas été dissoute. Et la FECI est restée de 2011 à 2024, à un peu plus de 13 ans aujourd'hui. Après la prise de pouvoir, on a bien vu ce que la FECI a fait à nouveau, au-delà de la période 90 pour venir vers 2011. Donc, il n'y a plus 1000 solutions. J'apprends avec satisfaction que le siège de la FECI, qui était en construction, est détruit. C'est une très bonne nouvelle, mais il faut dissoudre définitivement cette organisation terroriste appelée FECI. Nous l'avons toujours dit, au-delà, il faut travailler en profondeur sur les mentalités dans les universités pour éradiquer définitivement cet esprit malsain, démoniaque et criminel qui se trouve dans les têtes de certaines personnes appelées fécistes. Et il est clair que sur les campus, il y a des gens qui ont encore ces esprits malsains en eux. Donc il faudra travailler sur le potentiel humain, sur la morale et sur l'éducation pour pouvoir éradiquer définitivement cet esprit démoniaque. Concernant la réparation de Wari dans la commune d'Abobo, il y a quelques jours de cela, je vous avais dit ici que plus précisément la route qui partait des 4 étages vers l'hôpital Houphouët-Boigny, la route qui partait depuis la pharmacie François Xavier, non loin du 15e, pour aller vers le carrefour 3 Chatons, et la route qui passait devant le siège du RHDP même était dégradée. Et vous avez pu constater que sur la chaîne NCI, certainement, ou Live, NCI ou Live, je crois bien que ça doit être Live, la télévision a abordé la question, plus précisément au niveau de l'hôpital Houphouët-Boigny. Les alentours sont dégradés, c'est malsain. Je voudrais une fois de plus plaider pour que la route qui part des 4 étages pour aller à l'hôpital Houphouët-Boigny et même tout le contour de l'hôpital Houphouët-Boigny soit assaini, réhabilité, bitumé. La route qui part depuis la pharmacie Saint-François Xavier pour aller vers le carrefour 3 Chatons soit également assainie, réhabilitée, de même celle qui passe devant le siège RHDP à Bobo pour aller devant le camp commando. Il faut que cette route soit réhabilitée, bitumée également. Maintenant, il va falloir aussi entrer dans certains quartiers. Quand vous allez à Plaque, la route qui quitte depuis Joc pour aller vers Plaque, il y a une bonne partie qui est bitumée. Mais lorsque vous quittez déjà le carrefour principal qui permet de descendre la Plaque 1, plus précisément vers Coulaï-les-Grasses, c'est pas bitumé, il y a quelque chose à faire. C'est une grande voie également, il faut penser à bitumer. Et les quartiers comme Belle Cité, Avocatier, Akeikwa, Agbeikwa, il faut faire des études approfondies pour voir. Il y a des voiries qui peuvent être bitumées. Il est important de faire des travaux pour penser à l'assainissement, assainir ces voies, les bitumer en bonne et due forme pour le bonheur des populations, parce que, en toute honnêteté, je pense que quelque chose mérite d'être fait dans ces quartiers, et aussi prendre du côté de la gare à Nokwa-Kouté pour entrer dans le village Kouté jusqu'à ressortir vers le carrefour Onussi, où l'Onussi était dans le village à Nokwa-Kouté. Je pense qu'il y a une voie là-bas qui était très dégradée. Je ne sais pas si elle a été réhabilitée, bitumée, mais il faut penser à faire quelque chose dans cette zone. Je voudrais vous remercier et portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. Merci encore pour cette belle exhortation à aider l'autre. Parce que l'autre, c'est en fait moi-même. Parce que l'autre, c'est la projection de la vie. Et donc, quand on aime sa vie, c'est qu'on aime aussi la vie des autres. Et vraiment, vous êtes tenace dans ce que vous faites.
chaque jour comment le quotidien des Ivoiriens peut s'améliorer. Vous incitez les autorités, tous les décideurs à aider les Ivoiriens. Mais ça aide aussi surtout notre parti, le RHDP, et les mentalités collectives. Nous souhaitons que des gens, un grand nombre comme toi, puissent exister et puissent faire ressortir les véritables problèmes. Et ça peut interpeller l'autorité. Et eux aussi feront du mieux qu'ils puissent. Vraiment, merci beaucoup. Et je vois que tous ceux qui s'expriment sur la question de la FESI, tout le monde est unanime. Il faut que ce mouvement disparaisse complètement. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Chères autorités, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui vous empêche. Si vous n'arrivez pas à dissoudre la FESI, c'est que ce ne sera plus Laurent Gbagbo qu'il faut accuser, mais ça sera le régime du président Ouattara qu'il faut accuser, en toute sincérité. C'est ce qu'on retiendra. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et on va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup à tout le monde. Excellente soirée. Je vous en prie. Allô? Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Alhamdulillah, vraiment merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. J'étais toujours dit, même si tu ne me vois pas dire je suis là, c'est que je suis là. Voilà, si je ne peux pas, je vais t'écrire pour dire je ne pourrai pas. Il n'y a pas de Vraiment merci à toi, merci pour ce que tu viens de faire et je ne vais pas me quitter sur ton temps, je vais aller très vite. Quand je suis revenu sur le panel, j'ai vu que c'est le frère Koulibaly qui parlait. L'éclaireur, je le suis, hein. Je suis d'accord avec lui. Le seul éducateur de la Côte d'Ivoire, le seul éducateur de la population ivoirienne, le seul éducateur de l'Africain, c'est la justice, l'éclaireur. C'est la justice qui peut tout mettre au pas pour nous. Cette FESI-là, elle ne doit plus exister. Comme tu l'as dit, même si la FESI n'existe plus, là, les mentalités, là, est-ce que les mentalités aurions changé? La question, c'est ça. Maintenant, pour qu'on soit sûr que les mentalités vont changer, là, il faut l'application d'une justice ferme, l'éclaireur. Il faut une justice ferme. Cette FESI-là, nous savions que cette FESI est née dans les années 90 avec la violence, l'éclaireur. La FESI ne peut pas avoir, la FESI ne peut jamais être un appareil de paix parce que ça a commencé avec la violence, l'éclaireur. Qu'on se dise la vérité. C'est eux-là qui étaient nos grands frères qui venaient dans les villes, aller trouver nos grands frères là-bas, et puis les dit, faites sortir les enfants des salles de classe pour Gbagbo Laurent, l'éclaireur. Gbagbo Laurent ne faisait que mentir aux élèves. Donc on se dit la vérité, la FESI c'est un appareil criminel. Même si c'est dissous là, est-ce que les esprits là vont partir? Est-ce que les esprits là aussi vont disparaître? Et pour que ces esprits disparaissent, il faut une justice ferme, l'éclaireur. Je suis d'accord avec Koulibaly qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai dit, les pays occidentaux où nous sommes là, ils sont plus animaux que nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous au pas? C'est la justice. L'application de la justice pour tous, l'éclaireur. Notre justice a assez été manipulée par Laurent Gbagbo. Notre justice, là, il y a plein de personnes dedans là-bas qui luttent contre la justice elle-même. Qu'on se dit la vérité. Justice pour tous, l'éclaireur. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que ce soit appliqué à tous. Vous allez voir que l'Ivoirien sera éduqué. Parce qu'il faut une justice pour éduquer la population. Les Occidentaux, les Américains ont été éduqués avec la justice. Pourquoi nous ne peut pas le faire? Nous, si petit peuple, pourquoi on ne peut pas le faire? L'éclaireur, je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter sur ton temps. Demain, c'est TikTok. Voilà, aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche, voilà, faut pas me tromper. Hein. Demain c'est TikTok, donc pour tous ceux qui sont sur le panel en train de suivre, nous allons partir demain sur TikTok. Donc venez là-bas, on va bien discuter. Et il faut qu'on aide notre gouvernement à vraiment travailler pour tous les Ivoiriens, pour les pauvres surtout. Parce que la justice, là, c'est le pauvre que ça concerne. Donc il faut qu'on parle bien pour que vraiment notre gouvernement puisse vraiment aider les Ivoiriens. Que le travail de Papa Ado soit bien fait, surtout la justice, Papa Ado. Justice, justice, justice. Merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tous les EPV. Inch'Allah, à demain. Merci, les Clérons. Merci beaucoup, cher maire. Merci de cette perspicacité et surtout merci de cette vérité que vous venez d'évoquer. Avant de vous laisser partir,
Il y a un pays qu'on appelle Burkina Faso. Vous connaissez le pays là? Donc, ils sont à côté là-bas, non? Oui, j'ai entendu le nom là. Mais j'ai dit, oh, eux n'ont pas honte ou mais ils sont le jour de la malédiction. Ah, ceux-là, vraiment, l'éclaireur, c'est honteux. Sinon, Burkinabé, que nous on connaissait avant, on disait que les gens là, c'est des gens intègres, ils sont bien. Mais maintenant là, on comprend plus rien. C'est vrai qu'ils étaient toujours derrière la 14e page d'Ivoire Hebdo. On sait que c'est les voleurs, les braqueurs. On sait ça. Toujours avec votre liste derrière. Mais devenir des gens qui n'ont pas honte, ça veut dire malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là. Avant-hier, c'était jeudi, 3 octobre 2024. Ils disent qu'eux n'ont pas terrain au Burkina Faso. Que la CAN qu'on va jouer en 2025 là, eux ils demandent pardon à la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à leur donner notre stade Alassane Ouattara et puis notre stade Félix Houphouët-Boigny. Et ils vont venir jouer leur match avec le Burundi le 10 et le 13 octobre 2024. C'est le document là qu'ils viennent de faire sortir. Le document numéro 006 de l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan. Mais ayez honte un jour. Ayez honte un peu quand même. Vous êtes misérable jusqu'à vous n'avez pas de stade chez vous. Mais c'est vous qui tapez que vous avez payé armes nucléaires, Satan 25. Mais construisez un stade pour ne pas que... Et c'est ça vous appelez être... c'est ça que vous appelez être souverain? La nuit, vous vous cachez pour venir demander terrain des gens pour jouer? Eh Mossi, eh Burkinabé. On sait que vous êtes bêtes. On sait que vous êtes braqueurs. On sait que vous êtes voleurs. On sait que vous violez les femmes. Mais devenir pervers au point de se cacher pour rentrer dans le pays des gens pour venir faire aumône pour aller payer les djihadistes. Vous pensez qu'on ne sait pas? Les 300 millions que eBay a remis au Génim là. Ils pensaient que c'est en Côte d'Ivoire va venir pour récupérer les jetons là. Non. On n'a pas encore fini. Le 3 octobre 2024, aujourd'hui c'est le 5. Vous produisez un document, malgré votre impolitesse caractérisée, pour nous demander, non, malgré qu'on vous insulte, malgré... Non, 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 non. Hey, les djihadistes que Alassane Ouattara, les djihadistes burkinabés que Alassane Ouattara a gardés en Côte d'Ivoire, là, si vos étalons là viennent jouer, là, les djihadistes là vont les tuer. Donc là, on ne va pas accepter. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, c'est l'ennemi du Burkina. On ne peut pas accepter que vous venez jouer dans un stade qui porte le nom de votre ennemi. Votre équipe va perdre. Vous n'allez pas pouvoir remporter la CAN 2025. On ne va pas accepter. On peut être sans honte comme un ver de terre. Mais on va verser celle sur vous. C'est que vous avez commencé là. Donc, ça veut dire que vous faites tout ça là. Vous vous cachez pour venir prendre crédit. Le pays le plus endetté, entre pays pauvres là. Côte d'Ivoire, pays pauvre, sous-préfecture de la France. Mais vous, le campement de la Russie là. Nous, on a dette. Nous, on va prendre crédit. Et puis, nous, on vient vous endetter, vous, Burkina. Et puis, vous voulez ouvrir vos bains pour parler devant nous. Eh, ça, là, c'est malédiction mélangée avec la perversité qui est là, là. On n'a pas encore fini. Vous dites que vous avez l'armée la plus forte. On dit, venez, si on n'a pas versé ça sur vous. On n'a même pas encore fini ça. Vous venez, vous vous cachez. Avant-hier, là, jeudi 3 octobre, là, pardonnez, donnez-nous votre... Et puis, ils demandent, hein, non, c'est le stade Alassane Ouattara, là. Vous n'avez pas demandé stade de Bouaké. Vous n'avez pas demandé stade de Korogo. Des malheureux comme ça. Non, il faut nous donner Alassane Ouattara. Donc, en réalité, là, Alassane Ouattara, c'est parce qu'il vous dépasse tellement que vous êtes jaloux. Mais vous allez mourir de votre belle mort. Bande d'incapables, indignes que vous êtes. Burkina façon. Donc, chers mères, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci à vous. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Cher frère, je suis là, mon micro était fermé. J'ai dit, j'avais appris cette histoire, mais j'attendais que tu en parles d'abord avant de parler. Non, j'ai le document en face de moi ici. Ah, j'attendais que tu en parles d'abord. Sinon, j'ai appris ça depuis, mais j'attendais d'abord. Ils n'ont même pas honte. Le jour que j'ai appris ça, j'ai dit, quoi? Des gens qui disent que nous, on veut les déstabiliser. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas de stade chez eux. Franchement, voilà pourquoi ils ne prennent rien contre la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne prennent rien. L'éclaireur, merci, je vais m'arrêter là pour ne pas me quitter sur ton temps. Merci. Merci infiniment, chère mère. Et demain, on se retrouve sur TikTok. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.
Alors? Allô? Allô? Oui, bonjour le roi. On est vraiment Bonjour, préparé. comment ça va? Oui, donc ça va très bien. Et vraiment, merci hier. Merci à toute l'équipe pour votre détermination. Et vraiment, merci. Merci ne serait pas suffisant. Mais vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Merci pour le travail et l'excellent boulot que vous avez fait. Et merci pour tous ceux qui étaient en arrière-plan. Et tu comprendras de quoi je parle. Au-delà même de ceux qu'on peut voir, mais au-delà aussi de ceux qu'on ne peut pas voir. Mais vraiment, il faut dire merci à tout le monde. Il faut dire merci à tout le monde. Et la Côte d'Ivoire se fera respecter à travers des gens dignes comme vous. Et quand je dis le vous ici, c'est un vous pluriel. Parce que il faut que les dignes fils de la Côte d'Ivoire montrent le vrai visage. C'est la Côte d'Ivoire de la dignité à travers le président Ouattara. Donc merci à vous tous. Voilà, donc on va vous laisser la parole. On est piégé par le temps, toi-même tu le sais déjà. Donc on va te laisser. Je vais faire violence sur moi-même. Il faut prendre 10 minutes. Tout ce que tu as envie de dire là, il faut condenser. Voilà. Donc dans les 10 minutes, tu peux faire aussi la conclusion. Donc moi, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Demain, ça sera la journée TikTok. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps, vous nous excuserez grandement. C'est parce que aussi on doit aller chercher à manger. Et donc, si on ne va pas chercher, ce n'est pas bon. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas, vraiment, il y a des jours où on ne peut pas donner la parole à tout le monde comme on le souhaite. Mais sur TikTok, tout ce qu'on n'a pas pu développer là, demain, là, on développe ça sur TikTok. Le lundi, on continue. En réalité, on fait 48 heures d'émission. Du dimanche jusqu'au mardi, on fait 48 heures d'émission. On laisse à tout le monde la latitude de pouvoir parler. Pour ma part, je vous dis merci. C'est le roi qui va faire la conclusion. Et vraiment, ceux qui nous ont suivis, avec toutes les thématiques qu'on a développées, ça a été une semaine très riche en activités comme aussi en thèmes. On était sur le terrain et en même temps, on était ici. Vraiment, merci à tous ceux qui ont contribué à faire de toutes ces activités des succès. Et donc, merci. Et le roi, vous avez la parole et la conclusion. Ok, moi, je vais aller rapidement. Voilà, puisqu'il y a un seul ordre du jour, un seul point à l'ordre du jour. Moi, je voudrais te remercier pour le rappel que tu viens de faire. Parce que quand moi j'ai vu le communiqué comment on appelle la déclaration du PPACI, franchement, moi je n'en revenais pas. Ça m'a même amené de faire un texte et puis rappeler certaines choses. On ne peut pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Surtout, falsifier aussi l'histoire de cette organisation terroriste qu'on appelle FECI. Je ne vais plus revenir sur ce que tu as déjà dit, mais il est important que les gens sachent que le PPACI-FPI là est très mal placé pour dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire la lumière sur tous ces crimes qui ont été commis depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Je dis bien à milieu estudiantin, comment on appelle, et scolaire. Mais quand des gens qui ont fabriqué un monstre, qui ont utilisé ce monstre-là pour créer la violence, aujourd'hui ce monstre-là est devenu une nébuleuse très difficile à maîtriser. Mais tu l'as dit, est-ce que Laurent Gbagbo a pu faire la lumière sur ceux qui ont été tués de 2000 à 2010? Il n'a jamais fait la lumière. Au contraire, il a protégé les bourreaux, il a protégé les différents secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête pendant qu'il était au pouvoir. Il leur avait donné carte blanche de créer la zizanie dans les lycées et collèges. Mais les campus n'en parlons même pas. N'en parlons même pas des campus. Mais quand aujourd'hui ils viennent prendre un communiqué comme ça, et moi je dis, les gens qui ne voient, voilà pourquoi quand je vais faire des analyses là, tous mes analyses sont des analyses politiques. Moi j'analyse mes choses de façon politique parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et quand tu lis leur communiqué et que tu ne vas pas en profondeur, tu ne sais pas derrière, tu as dit oui, mais vraiment ils sont en train de se soucier. Ils ne se soucient pas. Ils veulent jeter le discrédit sur le pouvoir. Ils veulent jeter le discrédit sur le pouvoir. Sinon, s'ils se souciaient, comme ils ont fait le communiqué, ils auraient commencé d'abord par rendre justice
depuis 2002 et 2000 jusqu'à 2010. Tous ceux qui ont été tués. Mais ils allaient le faire en ce moment. Le communiqué qu'ils ont fait hier là, ce communiqué-là allait avoir, comme on appelle, un sens. Mais quand tu n'as pas pu faire ça, aujourd'hui tu vas venir dire quoi? Mais regardez, c'est le seul pouvoir, je dis bien le seul pouvoir, qui a pris le courage d'arrêter un secrétaire général de la FECI. La FECI n'est pas née sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais le président, il est tellement rattaché à la vie humaine qu'il ne peut pas tolérer ce genre de choses. Mais la lumière sera faite. Mais il faut rappeler aussi qu'à Laurent Gbagbo, comme lui le témoigne, il aurait dû commencer par ça. Des gens on bloque tout. Mais est-ce que c'est comme ça on va avoir, comme on appelle, les élites de demain? Et ils sont en train de parler. Mais Éclairé, toi tu as parlé, comme on appelle, du président qui a été interdit sur le campus. Éclairé, moi-même je suis bien placé même pour te dire ça. Je suis bien placé. C'était le 31 août 2010, nous nous sommes rendus sur le campus de Cocody. Moi, j'étais présent. Moi, je ne parle pas comme ça. J'étais présent. Moi, je suis contemporain de comment on appelle, de l'histoire. Nous nous sommes rendus, mais pourquoi nous sommes allés? Le président Alassane Ouattara, dans son programme, il avait vraiment, comment on appelle, laissé une grande partie à l'école ivoirienne. Et d'où il devrait aller sur, comment on appelle, sur le campus à l'effet de dérouler son programme qu'il a fait pour les étudiants pour l'école ivoirienne. Mais avant d'aller, il était question d'aller préparer la rencontre. Paix à l'âme de feu Ahmed Bakayoko. Ce jour-là, mais si tu n'étais pas sûr que tu es garçon, tu ne pouvais pas arriver, comme on appelle, au campus. Mais malgré, nous avons bravé toutes les menaces et nous sommes allés. Mais on a été interdit. Mais il a failli. Ce jour-là, j'ai vu Ahmed Bakayoko enlever sa veille et il a retroussé ses manches. Moi, j'ai dit, devant moi. Il a retroussé ses manches et nous sommes allés jusqu'à la présidence de l'université pour aller passer notre message. Mais des militants, nos compatriotes, comme on appelle, des militants ont été arrêtés ce jour-là par les FECI. Celui qui dit que j'ai menti là, si vous connaissez des gens qui étaient ce jour-là, allez-y leur demander. Des gens ont été arrêtés, d'autres ont été blessés. Mais ça ne nous a pas empêchés. Nous, on est partis, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais à la suite de ça, le président n'a pas pu se rendre sur le campus. Les nouvelles qui nous venaient n'étaient pas vraiment des nouvelles très bonnes. Et Laurent Gbagbo avait donné ordre qu'aucun candidat ne rentre au campus à part lui. C'est ce qui a été fait. Donc ça veut dire quoi? L'aîné Martial Koulibaly a dit un point important. Il faut que les gens retiennent ce point-là. Aujourd'hui, il ne sera pas facile à un gouvernement de maîtriser la FECI. Parce que c'est la chose de Laurent Gbagbo. Et Éclairé, il l'a dit. C'est la chose de Laurent Gbagbo. La FECI voue en tout cas une loyauté à Laurent Gbagbo. Ils sont très loyaux à leur père. Et donc, si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade-là, où on ne peut plus vraiment, la situation est devenue très chaotique, c'est l'œuvre de Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a monté la FECI de toutes pièces. C'est lui qui a monté ce monstre-là de toutes pièces. Aujourd'hui, les dégâts sont énormes. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on va trouver une usine de fabrication de sachets d'eau à l'université de Cocody? Il y a tout là-bas. Et quelqu'un même, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure quand vous m'avez appelé, qui est au campus là, qui me dit qu'il y a des cargaisons d'armes qui sont découvertes là-bas. Ces cargaisons d'armes là cherchaient quoi là-bas? C'est-à-dire qu'ils préparaient, comment on appelle, la déstabilisation du pouvoir. Et nous avons vu. Et celui qui a fait le communiqué avant-hier, au nom de la FECI, il a été arrêté. Et je viens de voir une note de la justice qui sont en train de rechercher ceux qui sont en fuite. Mais la situation est beaucoup plus profonde que ce que nous croyons. Hein?
Et la déstabilisation du pouvoir était vraiment... Le campus de Cocody était vraiment l'un des plus grands centres d'opération pour déstabiliser ce pouvoir. Et nos autorités, comme on le dit, ils savent intervenir, ils attendent juste le timing pour pouvoir agir. Regardez dans l'opposition, ils le disent, mais ils n'ont pas le courage de dire pourquoi le gouvernement est en train d'arrêter les étudiants. Ils n'ont pas le courage de dire pourquoi on vise les étudiants des cités, parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a. Et Tidjane Thiam en sait. Tidjane Thiam en sait. Et Tidjane Thiam même donnait l'argent. Le roi, il faut dire aux gens, on est en train de fouiller pour récupérer les armes, c'est tout. D'accord. On n'a qu'à dire ça aux gens, on va passer. Ok. Donc, aujourd'hui, l'attitude du gouvernement, c'est une attitude très sage. Et moi, comme je le dis, le président qui a énormément investi dans l'éducation, vous pensez qu'il va accepter ça? Ce n'est pas un vaurien. Hein? Ce n'est pas un vaurien. Il n'a pas besoin des étudiants pour se faire élire. Parce qu'il a un programme bien chiffré. Mais ceux qui ont été incapables de convaincre les Ivoiriens avec leur programme, ce sont eux-là qui veulent utiliser encore ce monstre-là pour nous enterrer en 2025. Mais ça ne passera plus. Ça ne passera plus. C'est-à-dire que dissoudre la FESI, c'est une autre chose. Mais il faut la supprimer carrément. C'est-à-dire qu'on ne doit même plus entendre parler de ça même. Ça ne doit plus. Et Léné Martial a dit, de façon juridique, ça donne plus de force. Parce qu'on sait qu'elle est dissoute, comme on appelle officiellement. À partir du moment où la FESI est dissoute officiellement par un communiqué de la justice, si on voit un groupe qui est en train de mener des actions au compte de la FESI, on les arrête. Et c'est ce qui a été fait pour les GPS. Vous voyez quelqu'un parler? Personne ne parle. Et moi, j'ai dit, mesdames et messieurs, vous nous excusez, on a été brutalement coupé. Allô? Allô? Oui, on a été brutalement coupé, donc on va vous laisser à la conclusion. Ok, donc la situation est connue aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Si à l'époque, en 2011, où on sortait de la crise, si les gens avaient pris la décision de dissoudre la FESI, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Mais quand on est sorti de la crise, il n'y avait plus de colonne vertébrale. En 2011, il n'y en avait plus. Mais ils ont laissé faire. Aujourd'hui, nous voilà devant le fait accompli, avec des morts, avec des blessés. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'école ivoirienne? Des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui sont à l'université. Mais regardez ce qui sort dans les chambres. Regardez ce qui sort dans les chambres. Des gens ont fondé des familles là-bas. Et moi, je vous dis, il y a des gens même qui ne sont pas, comme on appelle, étudiants, mais aujourd'hui, qui ne payent pas maison, ils sont obligés, ils vont, avec la complicité des gens de la FESI, avoir des chambres là-bas, et c'est là-bas qu'ils fondent leur famille. Mais pendant que les vrais étudiants, ceux qui veulent étudier, n'ont même pas accès à la chambre. Donc, voilà un peu, comme on appelle, comme on est pris par le temps, il y a beaucoup de choses qu'on va développer. Mais je crois que demain, il y a la journée de TikTok. Mais d'accord. Il y a Nefertiti qui avait perdu son frère cadet.
Et la cérémonie de 1 an, c'est demain. Et si Dieu nous donne demain, nous irons représenter la classe, comme on appelle, éclaireur pro vérité, aux cérémonies. Et ça va se passer à Koumassi Ramblin à 9h. Et donc, pour ceux qui sont disponibles, je crois que s'ils ont le temps, ils peuvent s'y rendre là-bas pour soutenir notre mère, parce que c'est une épreuve très difficile. Et nous prions pour le repos de l'âme de notre frère. Et donc, éclairer, c'est un peu ça. Et je crois que le gouvernement a bien fait d'attendre le bon timing pour mener ses activités. L'opposition qui va sortir pour soutenir ça là, vous allez entendre. Ce qu'il dit là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Celui qui va s'asseoir devant une chaîne de télévision pour dire que le gouvernement ne doit pas faire ce ne doit pas, vous allez entendre, ils vont aller l'arrêter et puis rien ne va se passer. La récréation est terminée. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Restons ensemble et les choses vont bien se passer. Et les étudiants qui auront droit aux chambres, ils vont les obtenir légalement. Mais, une chose est sûre, les activités ont été suspendues. Et là, ça me ramène éclairé à dire merci beaucoup à Kandia Kamara. Au-delà de tout ce que les gens disaient de Kandia, mais en 2017, elle a pris le courage d'interdire les activités dans les lycées et collèges. Mais on a vu ce que ça a créé. Mais les mêmes, après, ils ont autorisé. Et Kandia, elle avait eu trop tôt raison. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Moi, je voudrais lui rendre hommage. Et lui dire merci beaucoup d'avoir eu trop tôt raison. Éclairez, bonsoir à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci à tous. Et nous souhaitons un excellent week-end à chacun et à chacune. Et que la bonté divine demeure en chacun. Vraiment, merci beaucoup. Et excellente soirée. Merci beaucoup.